Troisième rendez-vous de votre rendez-vous sport sur TV+, Fan Zone. C'est bien sûr ce lundi 23 janvier 2023. Au sommaire de ce magazine de sport, nous allons parler de basketball, la balle orange, avec l'ouverture de la saison du côté du gymnase du lycée national Léomba. C'était bien sûr là, au niveau de la ligue de basketball de l'Estuaire qui lançait bien sûr sa saison sportive. Et sur ce plateau, nous allons recevoir Willy Conrad Asoko, le président de la Fédération gabonaise de basket. On parlera Tonfa Self-Défense avec la tournée provinciale qu'a initié le président Maître Alain Diengi Iwangu dans les provinces du Wellington, Odologwe et Vindo. Si les conditions techniques le permettent, il sera également sur ce plateau pour essayer d'en parler de long en large. On ira à la découverte d'une franco-gabonaise, Christelle Barbeau, qui fait dans le kickboxing puisqu'elle est championne du monde, championne d'Europe. Elle sera bien sûr sur ce plateau avec nous. Elle a été suivie à son arrivée par Jeremy Ngoma de notre rédaction. À l'international, on parlera de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. On parlera bien sûr du lancement du championnat professionnel D1, D2. Ça sera donc pour le 28 janvier 2023 prochain. On parlera aussi de cette affaire qui défraie la chronique du côté de l'Espagne. Il s'agit donc de Dani Alves qui est accusé, on le rappelle, d'agression et d'abus sexuels sur une jeune dame. On ira du côté de Paris où la NBA s'est exporté à Paris avec bien sûr ce match qui a opposé les Pistons de Détroit face aux Chicago Bulls. Rebonsoir à tous et merci de votre confiance sans cesse renouvelée au programme de TV+. Tous les lundis à 21h, vous avez rendez-vous avec Fan Zone, votre magazine de sport. Nous allons bien sûr recevoir tour à tour un invité de marque qui viendra après, bien sûr, Jeremy Ngoma de notre rédaction. Jeremy, bonsoir. Bonsoir, Joël. On va ouvrir ce troisième rendez-vous avec la balle orange. Nous étions donc du côté du lycée national Léomba, particulièrement au gymnase. C'était samedi dernier pour le lancement de la saison au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Oui, chose promise, chose due. Jessica Boussamba, en tant que présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire, a mis les bouchées doubles, elle et son équipe, évidemment, pour le lancement de cette compétition, justement, le championnat de la Ligue de l'Estuaire. Et ce championnat a abrité du beau monde quand même, hein. C'était du côté du gymnase du lycée national Léomba. Il y a plusieurs équipes qui sont engagées, on va dire une soixantaine, qui sont engagées dans cette compétition-là. Il faut dire que ce sont des équipes comme ça qui sont de plus en plus motivées. Je parlerai sous le contrôle comme ça du président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Aseko, qui mène un combat assez élogieux du côté de cette fédération-là depuis qu'il a été élu à ce poste. Donc, pour revenir sur cette compétition, la Ligue de basketball est bien là. La Ligue de basketball de l'Estuaire fonctionne et je pense que ce tournoi-là va révéler beaucoup de jeunes talents qui vont comme ça s'exprimer davantage et pouvoir, pourquoi pas, être retenu pour pouvoir intégrer les différentes sélections. Donc il y a plusieurs catégories qui sont en lice dans cette compétition. Il y a les catégories de jeunes jusqu'aux seniors. Donc il faut dire que tout le monde, personne n'a été oublié et c'est un geste à saluer de la part de la présidente de la Ligue qui est Jessica Boussamba. Voilà donc, nous étions là avec Jeremy Ngoma de notre rédaction qui revenait sur ce qui s'est déroulé bien sûr du côté du gymnase du lycée national Léomba, mais nous allons vous permettre de vivre en son et en image bien sûr cette ouverture de saison qui s'est déroulée, je le rappelle, du côté
du gymnase du lycée national Léomba en présence d'une soixantaine des équipes. Il faut tout simplement dire que la balle orange aujourd'hui est consommée comme des petits pains à Libreville, particulièrement dans tous les établissements. On retrouve donc ce reportage signé Jeremy Ngoma. Le samedi 21 janvier 2023 était au cœur d'une actualité sportive à Libreville. Il s'est agi du lancement des différentes compétitions de la Ligue de basketball de l'Estuaire dans la salle du gymnase du lycée national Léomba de Libreville. Jessica Boussamba, nouvellement réélue, a mis les bouchées doubles afin que cette grande fête du basketball au niveau de l'Estuaire voit le jour. Oui, nous démarrons effectivement la saison aujourd'hui, comme annoncé précédemment. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à notre première rencontre opposant l'équipe des Ngong Soldiers et Clash Time en U15 féminin. Bien que n'ayant pas encore perçu la subvention venant de la Fédération gabonaise de basketball, l'équipe de la Ligue estuairienne s'est organisée dans l'optique de mener leur projet en commençant par le championnat. Nous avons les U15, les U17, les U19 et les seniors. Donc Benjamin, minime, cadet, junior, senior. En femmes, nous avons deux catégories, notamment les U15 et les seniors dames. Avec une compétition de cette envergure qui engage une soixantaine d'équipes de toutes les catégories confondues, la partie communication était un point saillant du lancement de cet événement grandeur nature. Ce qui a été fait au niveau de la communication, c'est d'abord la base, c'est évidemment faire le tour de tous les médias. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont pu le voir. Nous avons fait le tour des médias classiques, télévision, radio et aussi des médias en ligne pour communiquer. En amont, il y avait d'abord eu des interviews, mais là on a fait le tour des plateaux de télévision, des plateaux de radio et des médias en ligne. Et évidemment, il y avait la communication sur nos différents réseaux sociaux et donc notre page Facebook prioritairement où nous avons mis le programme, où nous avons annoncé les affiches qui allaient se tenir jusqu'à ce jour. Le site du lycée national Léomba va continuer d'abriter les rencontres de ce championnat qui va s'étendre sur plusieurs mois. Jeremy, vous venez donc de regarder ces images. Il y avait du beau monde. Pratiquement, le gymnase était full à craquer, pour ne pas le dire. Mais il y avait quand même du beau monde du côté du gymnase du lycée national Léomba. Oui, il y avait du beau monde. Ils étaient là pour pouvoir assister à ce lancement justement de la saison, de la nouvelle saison. Il faut dire que c'est un travail de fond qui a été mis en place par Jessica et son équipe. Donc ils se sont concertés, ils ont réfléchi, ils ont mis en place un certain nombre de stratégies qui ont abouti justement à la réalisation de cette compétition-là et forcément sous la houlette du président fédéral qui est Willy Conrad Asseco. Et vous parlez bien sûr de Willy Conrad Asseco. On rappelle tout simplement qu'il est dans ce studio avec nous. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez assisté à l'ouverture de saison au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Déjà, comment avez-vous trouvé cette manifestation? D'abord, c'est encourageant parce que je veux dire qu'à l'instar des autres ligues qui elles également s'activent, je tiens à féliciter l'ensemble des ligues pour l'effectivité du travail. Parce qu'il faut dire que du côté de la fédération, nous mettons les bouchées doubles pour que le basketball se joue dans les 9 provinces du Gabon. Nous avons mis en place la dernière ligue qui manquait au niveau du Gabon, notamment dans la Nyanga. Il est important pour nous que le basketball se joue partout ailleurs, dans les 9 provinces, et nous ne pouvons que saluer les efforts faits ici et là. Nous étions heureux, j'étais moi-même personnellement heureux d'être au gymnase du lycée Léomba samedi dernier pour vivre ce début de saison. Et c'est encourageant. Cela nous donne beaucoup de joie de voir les jeunes jouer, que ce soit à Libreville, que ce soit à Lambaréné, que ce soit à Mounana ou à Mwanda et dans les autres provinces du pays. Président, quand vous regardez ces images, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous galvanise à aller le plus loin possible, à travailler de plus en plus pour l'émergence du basket au Gabon? Absolument, ça nous met ça c'est encourageant. Ce que je tiens à préciser aussi le cadre, il faut dire que nous sommes dans le cadre de la réforme olympiade, voulue par les plus hautes autorités en telles desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vise en fait à rendre les fédérations beaucoup plus dynamiques. Dans ce cadre-là, la Fédération gabonaise de basketball, après avoir répondu
aux 18 points contenus dans le cahier des charges voulu par le ministère des Sports, dirigé par Monsieur Franck Guéma, que je tiens encore une fois à remercier pour tous les efforts. Nous avons là structuré un certain nombre de choses. Nous avons pu obtenir une subvention que nous avons, selon certains points, redistribuée à certaines ligues provinciales. Je tiens à préciser que toutes les ligues sont éligibles. Pour le cas de l'Estuaire, c'est important de le dire qu'ils n'ont encore rien reçu. Ils n'ont encore rien reçu, mais ils sont éligibles. Cependant, ils se battent avec leurs moyens, comme les autres ligues, pour pouvoir faire en sorte que le jeu se joue. Ils sont, comme les autres ligues, à féliciter. Et c'est encourageant. Cela nous booste. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie, parce que les choses ne vont pas se développer d'un claquement de doigts. Il y aura des choses qui seront positives, il y aura des actions que nous mènerons qui seront positives, il y aura des actions que nous mènerons qui seront moins positives que d'autres. Mais il est important de garder le cap et de se concentrer sur la mission qui est la nôtre. Et tout en encourageant les ligues provinciales qui mènent un travail formidable dans les 4 coins du pays. Voilà, donc nous allons laisser la Ligue avec son corollaire de problèmes et de difficultés, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce championnat aille jusqu'à son terme, Djermi Ngoma. Évidemment, c'est l'une des questions même que j'ai pu poser à la présidente, parce que dans notre pays, on a souvent l'habitude de démarrer des compétitions, mais de ne pas pouvoir les finir. C'est l'une des questions que j'ai pu poser à la présidente, mais elle a tenu quand même à rassurer l'opinion et à dire que ils ont essayé de réfléchir pour que cette compétition puisse aller jusqu'à son terme. Et en attendant, bien sûr, la subvention de la fédération. Voilà. Il faut dire aujourd'hui que la subvention ne pose pas de problème de notre côté. Nous avons fait une chose qui était très très simple. Nous avons confirmé lors de la dernière Assemblée Générale notre volonté à subventionner tout le monde. On a inscrit un certain nombre de points allégés. C'est des choses simples, des choses que les différentes ligues ont. Avoir un compte bancaire, avoir une page Facebook, une adresse électronique, envoyer les listes. Et pour même, et dès que certaines ligues auront répondu à ces points-là, ils nous décaisseront rapidement. Il y a certaines ligues qui ont déjà bénéficié de cette subvention. Et pour le cas de l'Estuaire, ce n'est pas encore le cas. On attend juste qu'ils viennent vers nous et qu'ils récupèrent leur dû, c'est tout. Monsieur le Président, on va parler de vos activités au niveau de la Fédération gabonaise de basketball. Une année s'en va, une autre arrive. Quel bilan vous pouvez faire pour cette année 2022 qui s'en est allée? Pour l'année 2022, il faut dire que nous avons déjà organisé toutes nos compétitions fédérales. L'année, je tiens à rappeler qu'on a repris le sport en territoire gabonais au mois d'avril 2022. Donc d'avril 2022 à août 2022, nous avons organisé le tournoi national 3x3. C'était le retour au jeu avec l'appui des 9 ligues provinciales. J'ai organisé le 3x3 qui, je le rappelle, est une ligue qui est devenue olympique. C'est du 3 contre 3. Par la suite, nous avons organisé le championnat national des jeunes à OIM. Et nous avons organisé la Coupe du Gabon Senior à Mouila. Ça a été l'occasion pour nous de relancer le jeu, avec l'appui de la direction technique nationale, de détecter les forces, parce que je tiens à rappeler que l'une des missions de la Fédération gabonaise de basketball, en plus d'organiser les compétitions fédérales, c'est de mettre en place les équipes nationales. Donc il faut d'abord jouer localement pour pouvoir mettre en place des équipes nationales et ainsi engager certaines compétitions, naturellement, encore une fois avec l'aval de la direction technique nationale, certaines équipes nationales, donc les Panthères basketball de différentes catégories pour les compétitions internationales. C'est ce qui a été fait dans un premier temps, donc sur le plan du jeu. Sur le plan administratif, nous avons restructuré nos textes, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire qui nous a permis de restructurer les textes. Parce qu'il faut dire que les textes doivent s'adapter, les textes ne sont pas figés et ils doivent s'adapter à certaines situations. Je vais vous prendre un exemple de la période de Covid. Vous savez, selon les textes, on doit organiser une assemblée générale ordinaire pour valider les plans d'action, etc. Mais en période de confinement, les déplacements étaient impossibles. Et les textes, par exemple, ne nous permettaient pas d'organiser une assemblée générale en distanciel. Il fallait que ce soit écrit.
Il fallait que ce soit écrit. Donc, je vous rassure que lorsqu'on avait fait les assemblées générales, entre les procédures, c'est vrai qu'il y avait du côté du gouvernement une volonté d'accompagner à travers les autorisations pour les déplacements interprovinces, mais parfois ça prenait un peu de temps. Alors que si vous avez par exemple, parce qu'on a déjà eu le Covid, on peut avoir des situations exceptionnelles. Si vous avez par exemple l'accord selon les textes d'organiser une assemblée générale en distanciel, ben vous pouvez convoquer votre assemblée générale et faire en sorte qu'elle ait lieu. Il y a également d'autres dispositions qui faisaient en sorte que cette assemblée générale, qu'il fallait faire un peu bouger les textes. Donc nous avons donc convoqué, conformément à nos statuts et règlements de la Fédération gabonaise de basketball, une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire le 3 décembre 2022, ces assemblées qui nous ont permis d'échanger avec les différents délégués et d'arrimer les textes locaux à ce qui se fait à la fois à l'international et à des situations qui pourraient intervenir ici et là. Cela nous a donc, parce que les textes sont évolutifs, cela peuvent nous permettre d'être beaucoup plus dynamiques, de beaucoup mieux travailler et d'aller encore plus loin. Et je peux vous rassurer que les perspectives de développement sont très très bonnes pour le basketball gabonais. Mais il va de soi qu'il y a certaines personnes qui ont toujours envie de parler, qui disent que depuis que vous êtes arrivé à la tête de la Fédération gabonaise de basketball, aucune équipe nationale n'a été engagée dans aucune compétition. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Écoutez, c'est facile d'engager une équipe nationale. C'est très très facile. Il y a des clubs, il y a des pays, je veux citer aucun pays, qui naturalisent, qui arrivent même parfois en demi-finale dans différentes compétitions, qui sont parfois même champions. Quand vous regardez le sport dans lequel ils sont champions sur la zone continentale, le sport local, il n'y a pas souvent grand-chose. Je ne vais citer aucun pays pour jeter l'anathème, je laisse chacun le soin de regarder et on constatera. Ça, c'est de 1. De 2, ce que je souhaite dire, c'est que nous avons engagé les équipes nationales. Nous n'avons malheureusement pas eu des résultats qui étaient satisfaisants. Mais c'est la compétition qui prépare la compétition. Ce qui est important pour nous, c'est dans un premier point, de structurer le jeu sur le plan national. Par la suite, comme je le disais tantôt, d'engager les équipes nationales à l'intérieur. Et en plus, c'est facile de gagner. Mais le travail après, le rôle de la fédération n'est pas aussi de former les joueurs. La fédération met à disposition des processus pour que les jeunes jouent. La fédération a formé des entraîneurs à travers le Gabon. Nous avons fait le tour des 9 provinces avec la direction technique nationale, avec un expert FIBA, qui est Blaise Baleketa, qui est expert entraîneur FIBA. Nous avons formé des entraîneurs, nous avons remis du matériel pour que les jeunes se forment. Et après, il faut tout simplement, pour que les entraîneurs, parce que pour former les jeunes, il faut d'abord former les formateurs. Donc nous avons formé les entraîneurs, nous avons formé les officiels. Et après, nous menons à chaque fois du renforcement de capacité. En parallèle, nous avons signé des conventions. Une convention, par exemple, avec la Fédération française de basketball, pour mieux former nos dirigeants, pour mieux former nos entraîneurs, pour mieux former nos officiels. J'annonce ici, de façon officielle, que nous ferons, par exemple, très très rapidement, un don à tous les arbitres à travers le Gabon, pour les équiper, pour renforcer leurs capacités, avec l'aide de la Fédération française de basketball. Donc c'est un travail de longue haleine. La compétition, une équipe nationale, se travaille dans le temps. Il faut énormément de moyens. Et du côté du Gabon, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons commencé à obtenir une subvention pour le fonctionnement, je tiens à le rappeler. C'est l'occasion pour moi d'encourager Monsieur le ministre Fangema à continuer ce travail qui a déjà commencé en subventionnant les fédérations et les RIA ont répondu au cahier des charges sur leur fonctionnement, mais de financer également toutes les compétitions, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse mieux former nos jeunes, et que par la suite, le même État, parce que je tiens à rappeler que les équipes nationales appartiennent à l'État, le même État pourra accompagner les fédérations, la Fédération gabonaise de basketball, pour mieux mettre en place les équipes nationales. Et avec un peu de patience, nous aurons des résultats positifs. Mais encore une fois, c'est dans le temps. Je vais également profiter de l'occasion pour dire que c'est naturellement comprendre que le ministère des Sports fait aussi ce qu'il peut. Il faut aussi attirer l'attention, c'est aussi le rôle de la presse sportive, attirer l'attention sur le compte d'affectation spéciale, qui est en fait le compte dans lequel le ministère des Sports puise pour pouvoir financer les fédérations. Ils font avec ce qu'ils veulent. Si on a beaucoup plus,
ils auront beaucoup plus et ils pourront donner beaucoup plus aux fédérations sportives. Donc, c'est bon, c'est bien de vouloir les résultats, mais il faut aussi mettre les moyens parce que c'est la compétition qui prépare la compétition. Vous avez parlé de la formation des formateurs. Vous avez assisté à l'ouverture de saison du côté du gymnase du lycée national Yamba en ce qui concerne l'ouverture de saison de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Les arbitres qui ont officié, les différents entraîneurs qui étaient assis sur les bancs, est-ce que vous les avez sentis à la hauteur des attentes que la fédération place en eux? Alors je ne suis pas, il faut souvent, même en tant que président, il faut connaître sa place. Alors moi je pense que la personne qui est à même de répondre à cette question, c'est le responsable, c'est même pas la présidente de la Ligue, c'est le responsable des arbitres. C'est lui qui est le technicien, qui est habilité à dire est-ce qu'un arbitre est à la hauteur ou pas. Et vous savez, dans les phases de jeu, j'ai moi-même été international de basket, un joueur se plaint tout le temps. Vous avez beau avoir des joueurs qui se plaignent, bon, ça ne veut pas forcément dire que l'arbitre n'est pas à la hauteur. On n'est jamais content. Donc je ne pourrais pas, permettez-moi de prendre un joker et de laisser cette question beaucoup plus aux techniciens. En ce qui concerne et c'est la même chose pour les arbitres, on peut être un meilleur arbitre qu'un autre, mais on peut prendre une mauvaise décision, on peut se tromper. Et le résultat d'un match ne reflète pas forcément la qualité d'un arbitre. Vous savez, un joueur peut prendre la mauvaise décision. Un joueur peut prendre la mauvaise décision. Je vais rappeler par exemple un match de l'année dernière où il y a eu le jeune joueur d'espoir, le jeune junior Ouganda, qui est arrivé jusqu'en finale, qui a gagné le championnat de la Ligue de l'Estuaire l'année dernière. C'était une action mémorable. C'est un jeune que je connais, que j'ai côtoyé dans la Back League, qui a commencé à jouer au basketball dans la Back League, qui a été formé à Espoir. Situation de jeu, il reste 20 secondes. Il est en contre-attaque, il mène d'un point. Ça, c'est une action qui est simple. Mais il prend la mauvaise décision et après, son équipe perd. Est-ce que c'est une erreur du coach? Non. Est-ce que c'est une erreur du joueur? Bon, il a peut-être un peu paniqué, il est un peu jeune. Donc, vous savez, ça, on ne peut pas, c'est pour dire qu'on ne peut pas juger un technicien sur un seul match. On ne peut pas le juger, quand bien même, je pense, ça reste le travail des techniciens. Est-ce que vous, en tant que président fédéral, est-ce que vous n'avez pas souvent le retour de ces responsables des différentes commissions, par exemple le responsable chargé de l'arbitrage et le directeur technique, sur le travail qui est en train d'être fait, parce qu'il doit également être suivi et évalué pour aller à une autre séance de formation? Alors, ce que nous faisons, c'est que nous nous appuyons beaucoup sur les techniciens. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je leur demande si tout va bien. Parce que mon rôle en tant que président, je pense, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille. Et que tout le monde travaille surtout dans le domaine dans lequel il est compétent. Et je pose généralement une question en disant si tout va bien. J'estime que s'il y a un problème, à ce moment-là, on me dit et là, j'interviens. Donc, si on me dit que tout va bien, je dirais que tout va bien. D'accord. Jeremy? De rappeler ce que le président a dit tout à l'heure, c'est la compétition qui prépare la compétition. Il ne faut pas envoyer une équipe nationale participer à une compétition continentale ou internationale juste pour participer. Voilà, sans être réellement préparé, sans avoir eu des acquis, sans avoir été performant d'abord. Et on va revenir sur une actualité qui avait défrayé la chronique l'année passée, lorsque des jeunes de moins de 16 ans, je crois, avaient participé à une compétition. C'était en Égypte et ils sont allés prendre mais des scores assez lourds. Hein. Et comme ça, l'opinion avait critiqué le fait que on a envoyé des jeunes comme ça au charbon, voilà, à l'abattoir pour emprunter cette expression-là. Et je pense que le président Willy Conrad Seko le sait et il a compris que c'était trop tôt. Voilà, Non. C'était pas très tôt, non, monsieur le président? Non. Pourquoi non? Non. Jeremy, pourquoi non, président? Pourquoi non? Pour une raison très simple. Il faut voir le contexte. Et puis il faut connaître. Il faut regarder. Nous, on ne fait pas de la politique. Les gens qui s'insurgent, ce sont les gens qui ont utilisé ça. Même si vous faites de la politique sportive. Non, attendez. Je vais vous dire. Quand on fait du développement, on est un pays qui est censé faire du développement dans le basketball. On ne peut pas se comparer à l'Égypte
Mais vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas se comparer qu'on n'a pas le droit d'aller jouer? Les jeunes n'étaient pas préparés. Mais non, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les jeunes ont eu une préparation. Les jeunes ont eu une préparation pendant près de 3 mois au Gabon, localement. Est-ce que 3 mois suffisent pour participer à une compétition continentale, par exemple? Mais qu'est-ce que je... Combien de mois suffisent pour préparer préparer un tournoi? Et les JO se préparent 4 ans avant. Oui, voilà, d'accord, ça sont les JO. Mais je vais vous dire que vous avez des jeunes qui sont là, on était dans un contexte où il n'y avait pas de compétition sur le territoire national. Notre rôle à nous, c'est de faire jouer les jeunes, de faire en sorte que ces jeunes-là participent. Moi, je pense que c'était pas trop tôt. Je pense qu'il est important de prendre ces jeunes-là, et même la situation actuelle nous donne raison, parce que certains jeunes aujourd'hui qui sont partis, regardez ce qui s'est passé samedi au gymnase. Le jeune Darcy qui a donné un compte, je ne sais pas, vous avez certainement les images, qui a gagné, regardez comment il a évolué. Ce sont des jeunes que nous avons continué à encadrer. Regardez, il y a des jeunes filles qui sont là, qui ont continué à être encadrées, etc. Ce n'était pas trop tôt. À quel moment est-ce que les gens veulent le résultat? Encore une fois, c'est facile. Vous prenez 2-3 Américains, vous constituez une équipe nationale, vous prenez des gens, etc. Vous allez, vous gagnez, vous dites le Gabon a gagné, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir travailler et d'abord de régler les problèmes administratifs, de pouvoir régler les problèmes qu'on peut voir sur le temps, faire en sorte que les jeunes jouent localement. On n'avait pas la possibilité que les jeunes jouent localement. Notre rôle à nous, c'est d'engager les équipes nationales. Nous l'avons fait. Et vous vous souvenez que c'est une position... Pour permettre aux jeunes d'aller aussi s'acquérir. D'aller aussi acquérir de l'expérience. Et vous savez, hein, cette histoire de... Non, il n'était pas en victime. Cette histoire de... Moi, j'avais assumé. J'étais revenu. Et d'abord, je n'étais même pas parti en Égypte. Il vous souviendra que je n'étais pas parti. Et après, au retour, j'ai fait une conférence de presse. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les équipes nationales jouent. C'est la compétition qui prépare la compétition. Et je tiens à rappeler, et c'est une position encore une fois que j'assume, et j'avais défendu tout le staff technique contre vents et marées, je le fais encore une fois aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont utilisé ça, parce qu'on n'aime pas la tête d'Asseco, on n'aime pas le bureau, parce qu'on pense que ceci, parce qu'on pense que cela. Non. Regardez les scores des compétitions des jeunes à l'extérieur, dans d'autres compétitions, même au foot. Le Montaigu, on en parle au football. On a arrêté d'envoyer les jeunes footballeurs là-bas quand on prenait les 12-0, non? Regardez comment ça se passe, combien. On n'a pas arrêté. Pourquoi on doit arrêter? Parce qu'aujourd'hui, on a maintenant, la seule différence, c'est qu'on a 2 millions d'utilisateurs qui utilisent les téléphones. Et il y a eu une pression. Mais parfois, vous avez ce genre de score, il faut que les jeunes apprennent. Et vous savez, il y a un cadre. Ce qui est important, c'est un cadre c'est le cadre juridique. La FIBA Afrique dit, le Gabon, vous êtes éligible à participer à cette compétition, mais on participe, on engage les jeunes. Maintenant, techniquement, nous avons vu, en fonction des conditions sanitaires également, quelle était la meilleure méthode pour préparer les jeunes. Les techniciens et la commission médicale ont dit on peut faire quelque chose en 3 mois. On l'a fait. On a préparé les jeunes. Et par la suite, nous avons même regroupé les jeunes pendant 3 semaines au centre de formation d'Ongkok, qui est une installation voulue par le président de la République, chef de l'État, pour aider les fédérations à mieux se préparer. On avait invité la presse, ils sont venus. Après, nous sommes partis, il y a des matchs. On a perdu les matchs. On était là. Et il y a des jeunes qui ont découvert l'Égypte pour la première fois, qui ont travaillé, vous pouvez appeler ça tourisme ou quoi, mais c'est important aussi pour le développement d'un jeune. Parce qu'il y a le côté sport, mais notre rôle aussi, c'est d'éduquer les enfants. Donc pour moi, ce n'étaient pas des victimes expiatoires, il y a juste eu des discussions sur les réseaux sociaux qui ont fait en sorte, c'est pour ça que j'ai dit, on ne fait pas de la politique. Si on fait de la politique, on prend une décision politique. Après, je peux comprendre, mais je persiste et je signe. On ne fait pas de restrictions budgétaires. Ce n'est pas en refusant d'envoyer les enfants vivre une expérience, en les éduquant par les sports, qu'on va devoir faire des restrictions budgétaires. Il y a 2 postes de dépenses sur lesquels on fait, et nous encourageons, Monsieur le ministre, à toujours envoyer les jeunes pour qu'ils aillent apprendre, et par la suite à continuer à soutenir les fédérations pour que ce travail continue sur le
sur le territoire national. Je vais vous raconter une anecdote. C'est celle de... Parce que vous savez, lorsqu'il y a eu cette période-là, naturellement, on était un peu bousculé, je dois l'avouer. Mais moi, j'étais droit dans mes bottes, parce que c'est ça aussi, le leadership. On prend une décision, elle est bonne ou mauvaise. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer et il faut rester focus sur les missions qui vous ont été confiées par l'Assemblée générale. Et, petite parenthèse, c'est pas Willy Asseco qui décide d'engager une équipe. Les décisions ne se prennent pas dans un bar à Port-Gentil ou à la gare routière. Elles se prennent en Assemblée générale. C'est toute une Assemblée générale qui décide par vote d'engager les jeunes parce qu'il faut que les jeunes jouent. Ça, déjà, il faut le rappeler. Donc, ce n'est pas Asseco qui vient, qui décide et qui dit de son propre chef. Ça, c'est de un. De deux, donc, petite anecdote. Étant un peu bousculé, moi, j'ai eu un ancien secrétaire général, M. Aimé Ngon, qui est venu avec M. Guy Kombila au siège de la fédération pour encourager la fédération. Pour dire, c'est vrai que ça chauffe sur les réseaux sociaux, mais, président, votre rôle, c'est cela. Nous aussi, quand on était à la tête de la fédération, nous avons pris des piquettes. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous avons pris dans tel pays 40 points. Nous n'avons peut-être pas pris tant de points comme vous, mais nous avons quand même pris des points. Comme vous, et c'était pareil au début. Après, nous avons encadré les jeunes, nous avons fait ceci. Nous venons vous encourager, restez concentrés. À l'époque, j'avais remercié ces aînés-là. Je les avais rassurés parce que, vous savez, on ne réinvente pas la roue. C'était des anciens membres du bureau fédéral qui sont arrivés avec des mots réconfortants au siège de la fédération. Je les ai rassurés, j'ai dit merci. Donc c'est pour vous dire que c'est une position personnellement que moi, et au niveau du bureau, que nous assumons et nous l'avons assumé devant la presse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fédération qui engage une équipe nationale, après qui vient, qui rend compte, comme nous l'avons fait, en face de la presse. Et vous savez, Joël, comment est la presse sportive gabonaise. Il faut être droit dans ses bottes pour pouvoir venir les affronter. Après ce qui avait été, je vous le concède, une débâcle. Mais pour nous, nous pensons que le sport, c'est un processus qui est évolutif. La dernière fois, nous avons pris tant de points. Nous avons pris 10 points, par exemple. La prochaine fois, nous pouvons en prendre 8, nous pouvons en prendre ceci. Ce qui est important, c'est de faire un certain nombre de choses. Est-ce que ces jeunes-là qui sont allés en Égypte, vous continuez de les suivre ensemble, tous? Pour les suivre, il faut les moyens. En ce moment, nous les suivons dans leur club. En ce moment, nous regardons un peu ce qu'ils font. Il y a certains jeunes qui ont bénéficié d'expériences à l'étranger, à travers des camps. Nous sommes en contact avec certains parents, nous échangeons avec les clubs, etc., etc. Mais il est important, pour faire tout ça encore une fois, il faut des moyens. Le budget, les 52 millions ne suffisent pas. Il faut énormément de moyens. Vous avez les pays dont vous parlez mettent énormément de moyens. Ces pays qui défendent qui affrontent le Gabon, où on dit qu'on a envoyé en victime expiatoire. Vous pouvez pas savoir combien ces pays-là dépendent pour la formation. Il y a des choses simples que nous pouvons faire. Il y a des fonctionnaires qui sont là, qui sont passionnés de basket. Ben, affectez-les, qu'on les affecte dans les fédérations pour qu'ils viennent travailler. Au moins, ça ne coûtera rien, ils pourront travailler pour le basketball. Donc, ce sont des petites choses comme ça que nous essayons de faire. Nous essayons de suivre ces jeunes-là pour répondre concrètement à votre question. Et nous espérons que d'ici quelques années, nous pourrons avoir des résultats encore plus positif. Nous vous le concédons, Monsieur le Président. Je rappelle tout simplement que vous êtes sur FanZone. C'est bien sûr votre magazine de sport sur TV+, et que nous sommes avec le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Asseco, avec qui on était tantôt en train de faire le bilan de l'année 2022 qui s'en est allé. Président, c'est 2023 qui a commencé. Logiquement, on pense qu'il y a des perspectives. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la fédération pour cette nouvelle année dans le cadre du basket? Dans le cadre du basket, nous aurons nos compétitions fédérales au mois de mars. Nous aurons le championnat national des jeunes U16, donc cadet et U18 junior, catégorie féminine et masculine, à Lambaréné, du 21 au 25 mars 2023. Et nous aurons la Coupe du Gabon du 27 mars au 1er avril à Port-Gentil, la Coupe du Gabon senior, catégorie masculine et féminine. Et à l'issue de cela, nous engagerons les équipes nationales pour les compétitions africaines prévues dans la période de mai au mois de juillet. Encore une fois, avec l'aval de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 3 décembre,
l'Assemblée générale a marqué son accord par la suite d'engager certaines équipes nationales avec l'appui naturellement de la DTN qui a proposé certaines équipes qui seront engagées dans les seniors hommes. Donc nous aurons les seniors hommes à l'international, les seniors dames et les U16, donc les cadets masculins uniquement cette année. Et nous organiserons en local des compétitions pour les petites catégories féminines parce qu'il est important de redynamiser, de rendre encore plus dynamique le basketball féminin au niveau du Gabon. Jeremy? Non, juste continuer à encourager les démarches qui ont déjà été entreprises par la Fédération gabonaise de basketball, continuer à faire évoluer cette discipline qui jadis avait perdu son lustre d'antan. Donc un président qui est à la tête de cette fédération qui va continuer à travailler davantage pour faire revivre aux fanatiques de la balle orange ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aiment voir. Jeremy, on espère que le président fédéral n'a pas oublié également la presse qui aime toujours aussi aller à l'école, comme cela a été fait l'année dernière du côté de la commune d'Akanda. On espère que cette nouvelle année permettra encore aux spécialistes du basket de former ces journalistes qui en ont véritablement besoin parce que le recyclage est parfois important et nécessaire pour nous permettre tous d'avancer et de faire avancer le basket gabonais. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant bien sûr de vous laisser partir, c'est la nouvelle année, peut-être un mot à l'endroit de tous les basketteurs, de tous les amoureux du basket et de tous ceux qui aiment le sport en général. Alors, encore une fois, c'est d'abord vous remercier, et vous, pour cette invitation. Et encore une fois, vous réitérer tous nos voeux de bonheur et de prospérité à titre personnel, mais également pour cette émission Fan Zone que nous apprécions. Mais également encourager les basketteurs pour dire que je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous comptons, il y a beaucoup de choses qui se font. Nous bénéficions aujourd'hui des plus hautes autorités, de la confiance des plus hautes autorités parce que nous avons répondu favorablement aux 18 points du cahier des charges. Je vais encourager les basketteurs en particulier et les sportifs à suivre ce qui se fait et à suivre les activités de la fédération. Je tiens à que nous bénéficions d'un capital confiance à la fois du gouvernement local mais également de l'international et encourager les basketteurs à faire confiance à la Fédération gabonaise de basketball et à rester sur les plateaux parce que je tiens à préciser que le basketball éloigne les jeunes d'activités à risque et cela nous permet de faire briller davantage le Gabon. Merci donc à vous et meilleurs vœux également à vous et à votre fédération et à toute l'équipe qui vous accompagne. Occasion pour nous de revenir donc dans cette émission pour parler omnisport avec cette rencontre qui a été initiée récemment par le président du Comité national olympique avec bien sûr l'ensemble des présidents des fédérations sportives du Gabon. Pour en savoir davantage, autant pour moi, retrouvons ce reportage signé Jeremy Ngoma. Réunis autour d'un repas le week-end écoulé dans un restaurant de la place, les présidents des différentes fédérations gabonaises ont répondu favorablement à l'appel du président du Comité national olympique, Crezon Pambo, le successeur de Léon Folquet. Cette initiative a permis à Crezon Pambo d'évoquer des sujets liés aux participations du Gabon aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et les années à venir, pour moi, je ne suis plus dans 2023, mais je suis plutôt les yeux rivés vers les JO de 2024. Les Jeux de 2024, ça se prépare maintenant. Donc, on n'aura pas de délai de grâce. Le mouvement sportif, ce n'est pas que le président du comité olympique. C'est l'ensemble des présidents que vous êtes, c'est l'ensemble des acteurs que nous avons, que nous gérons. C'est aussi le gouvernement avec le ministre des Sports, avec l'ensemble des membres du gouvernement et toute notre jeunesse qui a de fortes attentes sur tout ce que nous faisons. Il est clair qu'ils doivent tous, comme un seul homme, mieux préparer ce rendez-vous des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je ne vais pas m'éterniser très longtemps dans ce petit propos introductif. Je vous souhaite tous mes voeux
je vous souhaite le meilleur pour 2023 et que ces vœux de 2023 nous projettent sur un projet ambitieux pour les Jeux de Paris 2024. Je vous remercie et je vous souhaite tous un bon appétit. Le président du comité national olympique a remercié toutes les parties prenantes et a insisté sur l'union afin de produire des résultats satisfaisants. Il a fixé le cap pour l'Assemblée générale qui se tiendra dans quelques jours. Retour sur ce plateau, on va changer de discipline. Nous étions là dans le cadre de l'Omnisport avec le Comité national olympique gabonais. Cette fois-ci, on parle bien sûr de tonfa, self-défense et sport de combat, puisque le président de cette fédération, Maître Alain Diengi Iwangu, était donc il y a quelques jours seulement du côté d'Oyem et de Makokou. Nous allons prendre l'actualité lors de la première étape avec notre correspondant Oyem qui a suivi donc les activités du président de cette fédération dans le chef-lieu de la province du Walentem, et avec Jermin Goma, ils reviennent sur ce qui a été fait au niveau d'Oyem. Reportage. Je suis très content. Après un bon moment, le porte-ceinture marron, et qu'il a fallu du travail pour que nous arrivions à la ceinture noire. Alors, quels sont les objectifs que vous allez désormais atteindre, sachant que vous êtes deux postulant à avoir obtenu cette ceinture aujourd'hui dans la province du Walentem? Est-ce que vous allez devoir accompagner cette jeune pousse qui ne cesse de vous suivre par rapport à vos nombreux efforts? Bien sûr, nous sommes là, notre objectif c'est d'entraîner les jeunes, les accompagner à être comme nous le lendemain. C'est notre mission première. Alors, votre objectif à court, moyen, à long terme, est-ce que vous allez éventuellement faire des visites, des tournées au sein des établissements de la place, non seulement pour ramasser un peu plus de jeunes et pour faire connaître la discipline? C'est bien, nous avons déjà commencé à le faire, nous allons continuer aussi à le faire, à faire des visites des établissements, présenter le bien de la discipline dans chaque établissement. À chaque fois que j'ai voulu passer cette ceinture était reportée. Je peux dire ça fait de 8 ans que j'attends cela. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu que c'est déjà la ceinture noire. Les objectifs désormais, vous avez obtenu le sésame, que vous allez désormais faire? Ma mission, c'est de m'améliorer et chercher, en tant qu'entraîneur, développer les jeunes athlètes pour qu'ils arrivent à faire comme moi. Cette prestation, vous avez vu combien les femmes sont aussi dévouées. Et donc on espère qu'avec cette prestation et avec le public qui est là, nous vont prendre le relais. Puis surtout le fait que c'est pour notre autodéfense. Donc vous comprenez bien que les hommes et les femmes sont à l'exercice au quotidien. Là, le technique, c'est de voir pareil à ces agressions qui nous habitent. Et sur ce plateau dont vient de nous rejoindre le président de la Fédération gabonaise de self-défense tonfa sport de combat, il s'agit bien sûr de Maître Alain Diengi Iwangu, et toujours avec moi, Jermin Goma de notre rédaction. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci, bienvenue à notre invitation. Et sur ce plateau, on vient de suivre à l'instant votre tournée qui a commencé par le Walentem, particulièrement Oyem. Concrètement, peut-être revenir sur l'objectif visé par cette mini-tournée que vous avez engagée par Oyem et ensuite Makokou. Merci, je vous remercie. C'est que la fédération, pour cette nouvelle année, nous sommes donné des objectifs. Nous devons accompagner nos ligues pour leur aider à faire les ouvertures de saison. Donc la première mission qui était celle de la délégation de la fédération qui a été conduite par mon personnes. Nous avons commencé dans la province de Walentem par un stage de technique de self-défense, close combat, Krav Maga, self-défense, et suivi d'un passage de grade et de l'ouverture de la saison sportive 2022-2023 de la Ligue provinciale du Walentem, bien évidemment appuyé par de la fédération qui a bien voulu être présent pour nourrir de sa personne cette jeune ligue qui a déjà 2 ans, il faut le dire. Walentem, c'est notre 4e ligue
parce que nous avons 7 ligues en tout. Donc, nous nous sommes donné cet objectif que toutes nos ligues, pour l'ouverture de saison, nous devons leur accompagner. Sur ces images, l'on a vu au gymnase des élèves en tenue qui ont été invités à participer. C'était fortuit ou bien c'était bien ciblé? C'était pas fortuite, mais c'était bien ciblé. Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec les violences en milieu scolaire, la fédération s'est donné cette mission de pouvoir aider le ministère de l'Éducation nationale à travers les établissements, faire des stages. Et déjà, il faut vous dire, nous étions au lycée d'État Richard Nguema Bekale. Donc c'est le gymnase de ce lycée qui a servi de tremplin à la délégation de la fédération et à l'ouverture de saison. Donc vous avez vu l'engouement des élèves à l'intérieur. Et parmi même les pratiquants, il y a plusieurs élèves de ce lycée qui sont là. Accompagner le ministère de l'Éducation dans la sensibilisation. Djermi Ngoma, il faut dire que la Fédération gabonaise de Tonfa allie formation et sensibilisation. Effectivement, c'est une fédération qui se fait voir de plus en plus sur le territoire, parce que le travail qu'abat le président Iwangu est quand même à saluer. On a l'impression que plusieurs personnes s'attellent ou s'adonnent davantage à cette discipline. J'ai notamment vu le président il y a quelques semaines qui a organisé un stage de formation ou de renforcement de capacité à la gendarmerie, pour ne pas la citer. C'est quelque chose qui s'est très bien passé d'ailleurs, avec remise d'attestation et de diplômes. Donc c'est pour dire que les partenariats continuent de se nouer, de se signer avec les forces armées gabonaises. Ça veut dire qu'il a la pleine confiance de nos autorités, et ça fait en sorte qu'ils puissent continuer dans cette lignée, dans cette lancée-là, à vulgariser davantage le self-défense et le tonfa. Et j'espère tout simplement qu'après avoir formé ces enfants, on ne leur demande pas d'aller se taper, d'aller taper les enfants des voisins au quartier ou leurs parents. Justement, après Oyem, la prochaine étape, c'était Makokou. Et c'était aussi organiser les stages de formation. Tout à fait. Lancer. Aujourd'hui, quand vous regardez, au sortir de cette mini-tournée qui vous a amené à Makokou, à Oyem, aujourd'hui, la Ligue provinciale du Wellington compte pratiquement combien de pratiquants aujourd'hui? Ils sont 150 athlètes. C'est ce qui m'a même fait plaisir. Ils sont 150 athlètes. Et là, le président de la Ligue, qui est le maire adjoint de la commune d'Oyem, qui est d'ailleurs ceinture noire première dan, s'attelle à mettre en place d'ici cette fin du mois la sous-ligue de Bitam. Et je veux faire le déplacement pour l'installation du président de la sous-ligue de Bitam, et la fédération va organiser aussi un stage. Parce que vous savez, nous, notre politique, c'est développer notre discipline, avoir plus des athlètes, mettre en place plusieurs pratiquants pour éventuellement... Vous savez que cette année, on va organiser la Coupe du Gabon. Alors, nous cherchons le plus des athlètes, le plus de combattants résistants, parce que on a près de 150 combattants. Et nous sommes en train de chercher, et soit on va l'organiser à Libreville ou à Oyem, parce qu'on a nos amis de la Guinée équatoriale qui vont arriver, nos amis du Cameroun qui seront là, qui vont voir comment ça se passe au championnat du Gabon. Ce serait d'ailleurs le premier championnat du Gabon jamais organisé en technique de self-défense, tonfa sécurité, Krav Maga close combat. Ça n'a jamais existé au Gabon. Et à Makokou, aujourd'hui, combien de pratiquants dans l'ensemble? À Makokou, j'ai été ravi parce que la gendarmerie même a un club à Makokou, et le lycée d'État Alexandre Samba a un club, et il y a un autre lycée, ils ont 3 clubs. Mais ça m'a fait plaisir parce que je me sens aujourd'hui un président comblé, parce que le travail que j'ai abattu... Comment ça porter ses fruits? Porte même ses fruits déjà. Je suis très fier, je vous dis. Et vous savez, je fais ces tournées sans moyens, sans accompagnement de l'État. Sans accompagnement de l'État. C'est surtout ça, le vrai problème. Comment le président Iwangu fait? C'est la question qu'il devait suivre, justement. Comment vous faites? Vous êtes un magicien ou bien vous êtes... Je vous dis, ça me cause beaucoup de problèmes, même dans ma vie familiale, parce que je mets mon argent personnel pour le sport.
Je mets mes propres moyens pour le sport. Je vous dis, ça fait 7 ans, voire 8 ans que la fédération, vous savez que c'est moi qui ai mis en place cette fédération. Ça n'existait pas au Gabon. J'ai créé cette fédération. C'est moi qui ai amené certaines disciplines ici. Vous savez, et je me rends compte que j'ai bien fait. Et on n'est pas prophète chez soi. Je suis président de la Confédération africaine. Je ne peux pas dire que je suis un dieu, mais je suis un petit dieu. Parce que en Afrique, j'ai la maîtrise, j'ai la connaissance de ce que je fais. Je suis beaucoup respecté par certains maîtres des arts martiaux. Et c'est le Gabon qui devait bénéficier de cela s'ils devaient suivre ma politique. Mais je vous dis, je ne me décourage pas. Je vais aider les jeunes et ils vont travailler. Et le Gabon gagne? Et le Gabon gagne. Je dis le Gabon gagne parce que le Gabon a un potentiel. Je vous dis que ce soit au niveau de ma fédération ou d'autres fédérations, je sais ce que je dis, on a des athlètes. Il suffit tout juste de booster un peu ces athlètes et on va avoir de vrais champions en Afrique, même au monde. Mais je ne sais pas. Monsieur le Président, quand on aime, on ne compte pas quand on dépense. C'est ce qu'on dit toujours. Non, j'ai toujours... C'est mon objectif, hein, ceux qui m'accompagnent. Vous savez que moi je suis un sportif, hein, ceux qui me connaissent. Le maître Iwongu n'est pas venu comme un cheveu dans la soupe. Hein. Non. Je suis un vrai pratiquant des arts martiaux. Et ceux qui me connaissent savent que le maître Iwongu aime le sport de combat. Hein, vous savez, j'étais secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de karaté. J'étais vice-président de la Fédération gabonaise de boxe. Parce que je suis d'abord pugiliste de boxe. Ceux qui connaissent les arts martiaux savent ce que je vaux en matière des arts martiaux. Donc, on ne prend pas quelqu'un comme ça et puis il vient comme ça. Non. Il faut connaître les arts martiaux. Il faut aimer le sport, il faut le pratiquer. Il faut être un budoka. Vous ne sortez pas de nulle part. Non. Ceux qui savent mon histoire, ils savent. Hein, je suis président, secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de karaté parce que au départ, on était association gabonaise de self-défense Tonfa. On était affilié à la FEGAKAMA. Et comme il fallait faire la part des choses, en ce qui concernait les arts martiaux affinitaires, j'étais secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de karaté, dont le président était le maître Juma Spek. Et après cela, puisque je suis un ancien pugiliste de boxe, je me suis rabattu à la Fédération gabonaise de boxe où j'étais le 3e vice-président de la fédération. Et d'ailleurs, je suis juge arbitre de boxe aussi. Donc, mon histoire des arts martiaux, c'est connu. Aujourd'hui, je suis 8e dan. Ah, je suis fier parce que c'est le Gabon qui gagne. Vous voyez, moi, je demande toujours, même à notre ministre, il faut valoriser ces jeunes athlètes parce qu'ils ont un potentiel. Que ce soit dans ma fédération ou dans des fédérations sœurs, ces gars ont un potentiel. J'ai vu plusieurs jeunes Gabonais qui ont un potentiel en eux. Il suffit toujours de leur accompagner avec des moyens financiers, mettre une bonne politique de sport, développement des sports en place, on aura de très bons champions. Monsieur le Président, on est même allé trop vite en besogne, mais on va quand même revenir pour essayer de comprendre, sortir maintenant de cette tournée au niveau d'Oyem et de Makokou. Aujourd'hui, est-ce que quand vous essayez de vous projeter, vous dites beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire? Oui, parce que j'ai cette ligue aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, hein. Pour une jeune fédération qui n'a que 8 ans d'existence, j'ai 7 ligues, et ce n'est pas les moindres. Hein. J'ai l'Estuaire, le Moyen-Ogoué, l'Angounier, l'Anyanga, le Welentem, le Goué-Vindo, le Goué-Martim. J'ai 7 ligues en tout. Donc pratiquement, il me reste le Haut-Ogoué et le Goué-Lolo. Nous sommes en 2023, Monsieur le Président. Si on essaye de se projeter, si on essaye de regarder dans le rétroviseur, 2022 est parti. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan que vous pouvez faire à la fin de cette année 2022? Le bilan, il est très satisfaisant parce que je puis vous dire, en 8 ans d'existence, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup et vous savez, j'ai fait venir le président de la Fédération internationale à 3 reprises au Gabon. Donc, cette fédération internationale qui couvre notre fédération, il est arrivé à 3 reprises au Gabon, il a organisé des stages. Et là, je m'apprête à aller à Paris d'ici mai. J'ai un grand stage à faire à Paris. Et d'ailleurs, nous partons, si prêt à Dieu, si l'État nous dégage des moyens, nous devons partir en Angola avec quelques athlètes en Angola et puis éventuellement aller au championnat d'Afrique de self-défense du Dessous qui se passera au Maroc. Donc, et là, précisément en mars, nous serons du côté de la Guinée, là où nous sommes entendus. Je vais amener une bonne délégation des athlètes en Guinée. Ils nous attendent.
Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau national, nous travaillons, au niveau international, nous travaillons. Le Gabon a encore cette chance que je suis président de la Confédération africaine de cette discipline. Donc, ils ont beaucoup de potentiel. Et je dis, tant que je serai à la tête de cette confédération, le Gabon, il faudrait qu'il sorte meilleur parmi les meilleurs. C'est un peu ma vision. Ah, vous savez que cette confédération existe depuis 2 ans. Et moi, pour moi, étant Gabonais, étant président de cette confédération, je souhaite que les athlètes de la fédération dont je gère soient les meilleurs. Parce que j'ai vu des combattants congolais, je vous dis que c'est les meilleurs. Hein? Pour moi, les combattants congolais, les 2 Congos, hein, ils ont le potentiel. Donc, je veux que les athlètes gabonais soient un peu à ces niveaux. Mais qu'ils essayent de titiller ces Congolais. Tout à fait, qu'ils essayent de titiller ces Congolais qui ont vraiment un bon potentiel et j'apprécie. Hein, parce que vous savez, en ma qualité de président de confédération, il faudrait que je puisse donner à César ce qu'il y a à César. Les athlètes congolais, pour moi, aujourd'hui en Afrique, c'est le meilleur. C'est le top. Et le Gabon n'est pas loin de là, quand même. Non, le Gabon n'est pas loin de là parce qu'ils ont cette chance, parce qu'en qualité de président de fédération, en qualité de technicien, parce qu'il faut comprendre, même mon directeur technique, mon entraîneur, c'était mes élèves. Donc aujourd'hui, je les suis. Je regarde, je recadre en salle avec eux. Et je continue à leur donner le meilleur de moi-même. C'est ça. Germain. Mais, Président, vous parliez tout à l'heure que vous allez emmener une délégation du côté de la Guinée équatoriale. Ce sera la Guinée-Conakry, désolé. Ce sera pour une compétition. Oui, nous partons pour un stage. Voilà. Déjà avant la Guinée-Conakry, nous avons l'Angola. Donc je suis en train de me battre là pour qu'on nous mette un peu de moyens pour aller en Angola parce que nous sommes attendus en Angola. Est-ce que les pratiquants gabonais sont assez outillés, ont les rudiments nécessaires pour aller se mesurer justement aux autres? Je peux vous dire, il faut venir voir ces gars quand ils s'entraînent. Je peux vous dire, et ça je vous le dis sincèrement, les athlètes gabonais qui sont actuellement là, ils ont le meilleur de eux-mêmes. C'est les meilleurs. Je vous dis, c'est les meilleurs. Et je vous dis encore une chose, j'ai été surpris par les athlètes du Wellington. Ça, je sais que ça va péter à la Coupe du Gabon. Donc on peut dire par là, Président, que vous ne reviendrez pas de là-bas les mêmes vides. Non, comptez sur moi. Je suis né pour gagner, et je suis né pour créer, et je suis né pour avoir le meilleur de moi-même. Donc ceux qui vont avec moi hors du Gabon reviendront avec quelque chose. Inch'Allah, comme on le dit, je suis sûr de cela. Germain Goma, le message est passé. J'espère que la pression ne va pas monter d'un cran du côté des pratiquants gabonais qui ont le feu aux poudres, parce que c'est le président qui a donné la parole. Il a donné déjà le sens de ce voyage au peuple gabonais et à tous ceux qui aiment bien sûr le sport et les arts martiaux en particulier. Ceci va nous amener également à demander au président, puisque nous sommes en début d'année, et le message usuel, puisque les pratiquants, vos pratiquants vous regardent, ceux qui vous accompagnent au quotidien dans l'exercice de vos missions vous regardent, le peuple gabonais vous regarde. Un message en ce début d'année à l'endroit de tous ces Gabonais-là qui vous regardent ce soir sur TV+. Déjà, je vais remercier le couple présidentiel, en tête desquels son Excellence M. Ali Bongo Ondimba et son épouse Mme Sylvia. Remercier M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Remercier le ministre des Sports et tout son staff. Remercier mes athlètes. Remercier les membres du bureau directeur de la fédération dont j'ai la charge. Et puis remercier les médias qui m'accompagnent, qui ont fait de ma discipline, qui ont fait de mon sport une vitrine en matière de sport au Gabon. Parce que je peux vous dire, nous travaillons beaucoup. Et ça, vous savez de quoi je parle. On travaille beaucoup. Et je peux dire, s'il y avait un concours de fédération au Gabon, je crois que je devais être, s'il y a 5 premiers, je devais être aligné parmi les 5 premiers. Parce que je ne me lasse pas. Je travaille sérieusement. Et je vais dire aux athlètes du Moyen-Ogoué, de l'Angouni et de la Nyanga, que je serai parmi eux bientôt pour leur aider, pour aider leur fédération, leur ligue à l'ouverture de saison. Et ceux de l'Ogoué Martim, je serai bientôt avec eux. Parce que ce sont les 4 ligues, et les 5 ligues d'ailleurs avec l'estuaire qui restent, parce qu'une fois que j'ai lancé les ouvertures de saison, nous allons faire la grande ouverture de saison de la fédération ici à Libreville, et éventuellement commencer avec les athlètes. Il y a la ligue, il y a la coupe interligue, et après la coupe du Gabon.
que nous allons mettre en place. Je dis aussi cette année, nous allons mettre en place, la fédération a jugé utile qu'il fallait organiser la coupe de grand maître John Leondo, que vous avez connu. Et ce monsieur, vraiment, il a été un outil important pour moi. Donc la fédération, dans son programme d'activité de cette année, nous allons mettre en place la coupe John Leondo. Et pour cela, tous les pratiquants de toutes les différentes disciplines devront y prendre part. Vous savez que maître John Leondo, non seulement il était maître de Kung Fu, mais il était 5e dan de karaté. Voilà, donc nous allons voir avec mon collègue de la FEGACAMAN comment organiser, et les collègues d'autres fédérations, comment organiser cette coupe. Voilà donc, Djermis, vous venez de suivre les propos du président. Je rappelle tout simplement que c'est le président de la Fédération gabonaise de self-défense, Tonfa et sport de combat. Tonfa Security. Tonfa Security, voilà, et sport de combat. Il s'agit donc de maître Alain Ndiengi Iwangu qui vient pratiquement de dévoiler sa feuille de route pour cette nouvelle année tout en souhaitant c'est les meilleurs à tous les pratiquants, à tout le peuple gabonais. Et nous ici, on ne peut que vous rassurer de notre accompagnement et suivi. Nous serons toujours derrière vous pour suivre vos activités dans l'intérêt de nos téléspectateurs et téléspectatrices pour que vive le sport national et surtout le Tonfa Sécurité et bien sûr toutes les disciplines qui rentrent dans votre fédération. Djermis Ngoma, puisque vous avez été le globetrotter de cette semaine en ce qui concerne donc les différents reportages, on ne quitte pas le Tonfa Security, self-défense et bien sûr les sports de combat. On va parler cette fois-ci de kickboxing, puisque vous êtes allé à la rencontre d'une franco-gabonaise. Il s'agit donc de Christelle Bardot, championne d'Europe, championne du monde de kickboxing. Elle a un séjour au Gabon. Vous êtes allé à sa rencontre. On va permettre d'ailleurs aux téléspectateurs et téléspectatrices déjà aussi de se familiariser avec ce visage. Et on se retrouve juste derrière. Arrivée au Gabon pour un court séjour, Christelle Bardot, née d'une mère gabonaise et d'un père français, a bien voulu rendre visite à sa terre natale 10 ans après l'avoir quittée. Elle traîne un parcours élogieux de par son palmarès qui est impressionnant. Christelle Bardot, c'est 47 combats en amateur, dont 34 victoires et 13 défaites, 20 combats en professionnel, dont 12 victoires et 8 défaites. Elle est championne d'Europe, plusieurs fois championne de France de kickboxing, championne intercontinentale et a, pour cette occasion, décidé de se livrer à cœur ouvert à notre micro. Elle commence en 2011 à peu près. Donc bien avant, adolescente, j'avais commencé la boxe sans forcément être très sérieuse. Donc c'était des allées et venues aux entraînements. J'étais pas, voilà, j'aimais ce sport mais sans plus. Et j'ai fini mes études, donc j'ai fini mes études sur l'île. Et là, socialement parlant, il fallait que je rencontre du monde, il fallait que je fasse du sport, que je bouge. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir à ce sport-là. Et j'ai tout de suite accroché. Donc du coup, j'étais beaucoup plus sérieuse, j'ai été beaucoup plus, j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin. Et puis mes coachs m'ont toujours dit que j'avais du potentiel. Donc j'ai commencé la compétition. Dès la première année, j'ai été championne de France. Et les choses se sont un petit peu accélérées. Et plus je prenais des années, plus je prenais de l'expérience, mon haut niveau est arrivé comme ça jusqu'en 2023. Cette discipline, qui n'est pas très souvent mise en avant au Gabon, peut toutefois donner des idées aux dirigeants à travers cette compatriote de mettre un accent particulier dans l'optique de la développer davantage tant chez les femmes que chez les hommes. Revenir aux sources. Alors comme j'ai dit, je suis franco-gabonaise, je ne me sens pas plus française que gabonaise, c'est vraiment un mix des deux. Je me sens aussi bien au Gabon qu'en France.
Mais c'est vrai que ici, revenir aux sources, revenir aux racines, ça fait toujours du bien. Et puis voilà, voir la famille principalement. Et c'est vrai qu'en regardant quand même autour de soi, je me dis mais pourquoi pas apporter ce que je sais faire à la jeunesse gabonaise. Ça peut être un avantage pour ces jeunes qui ont envie de se lancer dans le sport, qui ne savent pas comment, et pourquoi je pourrais pas attribuer ça à ces jeunes-là. Mettre en place une vraie structure qui permettra le développement de cette discipline sportive qui fait partie intégrante de sa vision dans un futur proche. Mais cela ne pourra être réalisable qu'avec le soutien des décideurs. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est créer une académie ici pour la jeunesse gabonaise, pour sortir aussi des femmes boxeuses, en faire des championnes, les hommes aussi, hein, mais c'est vrai que j'axe pas mal sur les femmes, parce que je trouve que, donc, vu que c'est un sport difficile, on ne laisse pas forcément la place aux femmes dans ce sport. Et moi, j'ai envie de montrer qu'on peut y arriver, et j'en suis la preuve qu'on peut y arriver. Donc c'est vrai que le projet de créer une académie ici, ce serait génial. Faire des interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les primaires, pour donner envie à cette jeunesse de faire comme moi, d'y arriver, d'être médaillé, d'être champion d'Afrique, champion du Gabon. Franchement, ce serait génial. Pourquoi pas créer un championnat? Voilà, c'est plein d'idées, plein de petits projets qui, je pense, pourraient être concrétisés. Mais voilà, je suis encore un petit peu dans la réflexion. Christelle Barbot a clairement affiché des envies de faire quelque chose pour son pays natal. Apporter son expertise serait la meilleure façon pour elle de donner au Gabon ce qui lui manque pour ce sport. Djermine Goma, vous venez de suivre ce focus que vous avez réalisé sur Christelle Barbot, cette franco-gabonaise il faut le présenter, que le public gabonais découvre sur les antennes de TV+. Effectivement, c'est une athlète assez passionnée. J'ai eu le privilège de la voir, de discuter avec elle, d'échanger sur sa carrière. Elle est championne d'Europe, plusieurs fois championne de France. C'est une athlète vraiment redoutable sur les rings, hein, à travers les vidéos que vous avez pu voir. Et c'est une véritable passionnée. Donc en échangeant avec elle, on a pu discuter d'un certain nombre de choses, notamment sur ses projets pour le Gabon, parce que il faut dire qu'elle est gabonaise de mère et français de père. Donc elle a un côté gabonais, c'est son pays natal. Elle a fait un tour ici, non seulement pour rendre visite à la famille d'abord, parce que ça fait quand même 10 ans qu'elle a quitté le Gabon. Elle a rendu visite à la famille et il fallait aussi pour elle présenter un certain nombre de projets. Elle a pu rencontrer le président de la fédération gabonaise de kickboxing, monsieur Eric Ella, pour discuter des projets. Elle a notamment échangé avec moi sur l'implantation d'un certain nombre de structures qui pourraient permettre la valorisation de cette discipline qui, par le passé, a perdu, on va dire, son lustre d'antan. Le kickboxing n'est pas très valorisé dans notre pays. C'est l'occasion pour elle de revenir ici au Gabon dans un futur proche et véritablement installer cette structure-là. Mais elle ne pourra pas le faire seule. Il faudra évidemment l'accompagnement des autorités compétentes, évidemment. Donc c'est un peu de ce que nous avons pu parler lors de notre entretien. Au-delà de ces perspectives dans si on peut le dire, dans un futur proche, peut-être lointain aussi, d'implanter des structures capables de former et de faire le suivi, qu'en est-il pratiquement de sa compétence? Aujourd'hui, elle est athlète. Est-ce qu'elle continue les combats? Est-ce qu'elle a arrêté pour venir maintenant s'atteler à la formation et à l'émergence du kickboxing au Gabon? Est-ce qu'elle va continuer de combattre? Et il faut dire que Christelle Barbot, c'est, on va dire quoi, 36 ans et demi, 37 ans. Donc, elle est pratiquement au crépuscule de sa carrière. Donc, elle est vers la fin. Elle a déjà pensé à l'après-carrière et je vais vous le dire, on en a longuement échangé. Elle est formatrice déjà. Elle commence déjà à former les jeunes dans cette discipline-là.
malgré qu'elle continue justement à combattre. Elle est également policière dans la police des mers du côté de la France, donc c'est pas rien. Donc on va dire que sa carrière est pratiquement terminée et ça va lui permettre justement d'avoir un peu plus de temps à consacrer justement à ces différentes activités que je vais les dénoncer. Pourquoi le public gabonais découvre Christelle Barbeau pratiquement au crépuscule de sa carrière? Ben, je sais pas, ce sera peut-être à elle-même de venir répondre à cette question, mais toujours est-il que Christelle Barbeau a des projets. On ne va pas refuser son expertise, son expérience avérée dans cette discipline-là. Ce sera un plus pour le Gabon de bénéficier des atouts de cette compatriote. Ce sera forcément bénéfique pour notre pays, pour le kickboxing évidemment. Merci donc, Djermi Ngoma, puisque vous avez côtoyé Christelle Barbeau. On va se donner le plaisir de discuter avec elle, d'échanger avec elle pour permettre également aux téléspectateurs et téléspectatrices de Fanzone sur TV+, de profiter, de connaître la personne, de connaître l'athlète et de mieux connaître ses prochains, on va le dire, ses prochains combats qui vont arriver. Longtemps annoncée, elle est finalement parmi nous sur ce plateau, Djermi. On en parlait à l'instant, il s'agit de Christelle Barbeau. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices de Fanzone sur TV+, que Christelle Barbeau est vice-championne intercontinentale de kickboxing, multiple fois championne de France, championne de kickboxing d'Europe. En tout cas, les titres ne font que monter. Elle a à son actif plus de 80 combats. Comment ça se fait? Ben écoutez, c'est le fruit d'un long travail. Djermi disait que vous étiez gabonaise, franco-gabonaise, pour être plus clair, de maman. Oui. Mais comment se fait-il qu'une championne telle que vous ne soit pas connue dans son pays? Ben écoutez, je sais pas, peut-être dû à ma discrétion et à ma timidité, peut-être aussi avec un peu un manque de maturité où je n'osais pas aller vers mon pays, vers mes racines. Mais voilà, avec de la maturité, j'ai compris que j'avais ce besoin-là de peut-être de me faire connaître, voilà, que les gens m'identifient, mettent un visage sur mon nom et pourquoi pas aider la jeunesse gabonaise à suivre mon parcours. Avant de parler d'Erd, plus de 10 ans passés hors du Gabon, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver Libreville? Ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir à ses sources, à ses racines, à voir la famille, à manger local, voilà. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Maintenant, vous êtes là. Que peut attendre les kickers ou les kickeuses gabonaises de la part de la championne que vous êtes, Christelle? Oui. Alors bon, j'ai vu pas mal de gens, j'ai vu pas mal de boxeurs. Malheureusement, pas de boxeuses. C'est un peu pour ça que je suis ici, pour que des femmes puissent s'identifier aussi à moi, à mon parcours, et peut-être qu'il y aura aussi des futures championnes gabonaises. Pendant qu'on parle, vos images passent pratiquement en boucle. On vous voit, mais il y a des gens qui peuvent se dire non, c'est pas elle. Ah bon? Et pourquoi ça? Pourquoi cette double casquette? Écoutez, timide sur le plateau de télévision, mais vous êtes fougueuse sur un ring. Voilà, c'est vrai que je vais dire pas de personnalité, mais je suis comme ça. Quand je suis lancée dans le ring, tout le travail que j'ai fourni jusqu'à présent, il faut que je le ressorte. Et c'est vrai que après, à côté de ça, dans ma vie de tous les jours, je reste et j'essaie de rester humble. J'essaie de garder la tête sur les épaules parce que je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas la plus forte du monde. Je suis juste une personne qui travaille et qui fait un travail acharné pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et l'essentiel, je pense que c'est de garder toujours la tête sur les épaules et de savoir qu'il y a toujours plus fort que nous. Vous avez fait un constat, malheureusement, on n'a pas de boxeuse. Que peut faire Christelle pour amener les jeunes Gabonaises à s'intéresser à la boxe?
Alors c'est vrai que j'y ai longuement pensé. Je me suis dit pourquoi pas faire des interventions dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les collèges, pour pouvoir montrer ce qui est ma discipline, promouvoir ce sport, et que même si on pense que c'est un sport qui est violent, c'est un sport avec plein de valeurs, et en plus d'un sport, c'est une discipline. Et je pense que quand les gens peuvent intégrer ça et font le premier pas vers ce sport, ils peuvent même plus s'en passer. Vous êtes arrivé, vous disiez tantôt que vous avez rencontré pas mal de gens. Oui. Je peux espérer que vous avez quand même rencontré Eric Ella, qui est le président de la Fédération gabonaise de kickboxing. Qu'est-ce que la fédération peut attendre de vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Déjà, c'est grâce à lui que je suis avec vous aujourd'hui, donc je l'en remercie. Merci Eric Ella. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être, même si je suis sur ma fin de carrière, pourquoi pas boxer pour le Gabon avant de finir cette carrière. Ce serait avec un grand honneur et une grande fierté de pouvoir faire ça. Donc je pense qu'il est en train d'étudier le sujet. Il est en train d'étudier le sujet. Jeremy, vous qui avez côtoyé Christelle Barbeau depuis son arrivée, pas mal. Oui, c'est d'abord une grande professionnelle, hein, il faut le dire. On a pu échanger longuement sur sa carrière, sur les projets qu'elle aura à mettre à disposition des jeunes Gabonais et Gabonaises. C'est forcément un plus pour nous, Gabonais, qu'une grande professionnelle avec son niveau puisse s'investir davantage sur les questions sportives, notamment le kickboxing au niveau du Gabon. On ne peut que dire bravo et ce sera forcément bénéfique pour nous. Il est clair, il est temps que la jeunesse gabonaise s'imprègne davantage sur les questions sportives, notamment sur les sports de combat et le kickboxing. Donc forcément, on ne peut qu'être que content. Moi, j'ai coutume à le dire, la formation est l'une des bases de l'évolution d'un athlète. D'un athlète ou d'une athlète dans une discipline sportive précise. Donc il faut davantage former les Gabonais et Gabonaises à pouvoir justement évoluer dans le kickboxing, puisque nous parlons de ça actuellement. Et je suis sûr que dans les années futures, on pourra avoir de très grands champions et de très grandes championnes. Et on pourra peut-être les rassurer qu'on peut pratiquer du kickboxing tout en restant belle. Il suffit juste de regarder Christelle, pas de bobo. Et on a envie de dire, je pense que les jeunes filles qui nous regardent vont tout de suite appeler le président fédéral pour se faire enregistrer. Peut-être lui demander quel est son secret. Non, ça va arriver. si les différents clubs qui existent dans la province de l'Estuaire pourront, pourquoi pas, commencer à enregistrer les jeunes filles. Christelle, vous êtes à Libreville. La question, quel est votre secret? Mon secret. Ouais. Quel est votre secret? Qui cause, toujours belle, pas de bobo, pas de séquelles, vous êtes en forme. Et quand on regarde ce sport, on a l'impression, pas l'impression, il est violent quand même. Oui, alors moi, c'est important pour moi de garder le statut de femme, parce que c'est pas parce qu'effectivement je peux pratiquer un sport qui se dit être masculin que je dois en oublier mon statut de femme, c'est donc très important pour moi. Et pour ne pas avoir de blessures, comme je disais, c'est énormément de travail. Donc si on veut pas tomber KO, si on veut pas être blessé gravement, c'est que du travail, c'est des répétitions d'enchaînement. Le plus dur, vous savez, c'est pas forcément le combat. C'est les entraînements qui sont le plus dur. On peut sortir déçu d'un entraînement, on peut sortir en pleurant, on peut sortir des fois content, des fois mécontent, mais le fruit de ce travail fait que quand on arrive sur le ring, on est déterminé et on est là pour en découdre. On n'en veut pas forcément à notre adversaire, mais elle aussi, elle est là pour gagner. Donc ça sera celle qui aura le mental le plus fort et je pense que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'a réussi. À votre actif, on va dire, on l'a dit, plus de 80 combats. Quel est le combat pour vous qui a été le plus difficile et qui est resté marqué dans votre esprit? Pour moi, le combat qui a été le plus difficile, c'est mon combat face à une Argentine. Donc, c'était ma ceinture vice intercontinentale. Pourquoi vice? C'est parce que j'ai perdu ce combat. J'ai perdu ce combat parce que les juges en ont décidé autrement. Ce jour-là, je gagnais mon combat.
Donc c'est des choses qui arrivent dans la boxe, c'est des choses où parfois on nous met perdant alors qu'on est gagnant. J'ai rarement l'habitude de contester une décision, mais là cette fois-ci moi et mes coachs et mon staff, on a tous contesté cette décision. Je voulais pas perdre, je ne méritais pas de perdre et du coup c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. Mais comme on dit, c'est dans les défaites qu'on en apprend un peu plus. Et du coup, ça m'a réussi pour tous les autres combats qui ont enchaîné, car depuis ce combat-là, j'ai été invaincue. Et le combat que vous avez envie d'oublier? Celui-là. Merci. Toujours, on rappelle tout simplement que nous sommes avec Christelle Barbeau, championne de kickboxing d'Europe, vice-championne intercontinentale, plusieurs fois championne de France avec plus de 80 combats à son actif. Oui, Jeremy. Peut-être lui poser une question au niveau de son hygiène de vie, parce que c'est vrai, le projet il est beau, c'est lui que vous voulez mettre en place au niveau du Gabon, mais est-ce qu'il faudra justement adapter cette hygiène de vie aux athlètes gabonais? Parce que faire une longue carrière telle que la vôtre, c'est pas rien quand même. Totalement. À savoir aussi que j'ai commencé tard la boxe, donc c'est pour ça que vraiment chaque personne peut s'identifier à mon parcours. Hygiène de vie, oui, effectivement, c'est on mange, on fait attention, on a une catégorie de poids respectée, on peut pas. Non, ça nous arrive de nous lâcher de temps en temps, voilà. Mais quand on sait qu'on n'est pas en préparation, c'est vrai que c'est une hygiène de vie très stricte, mais on sait que quand on rentre dans ce sport, on doit faire des concessions. On sait très bien qu'on a une catégorie de poids à respecter, on peut pas grossir trop, on peut pas trop maigrir non plus, on doit pas boire d'alcool, on doit manger sainement matin, midi, soir. Donc c'est une hygiène de vie qui est quand même conséquente, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, merci. Ça valait la peine pour vous d'attendre cette deuxième partie de votre magazine Fanzone. On recevait donc Christelle Barbeau, franco-gabonaise, on le rappelle, championne de kickboxing du côté de l'Europe, vice-championne intercontinentale, plusieurs fois championne de France. Bon, peut-être, on espère que d'ici qu'elle arrête sa carrière, elle pourra combattre, pourquoi pas, pour le vert, jaune, bleu aussi. C'est possible. Ce serait un honneur d'abord d'avoir une très grande championne avec son CV. Il est assez lourd quand même, si vous l'avez regardé. J'invite les Gabonais et Gabonaises qui nous regardent à aller le consulter. Il est assez chargé quand même. Donc ce serait forcément un honneur pour nous d'avoir cet athlète, de son niveau, combattre ou compétir pour le vert, jaune, bleu. On est sûr qu'elle pourra être aussi là, non seulement en tant que combattante, mais aussi avec son CV, pouvoir être là en tant qu'encadreur, pour pouvoir prodiguer un certain nombre de conseils aux jeunes athlètes qui commencent à peine ou qui n'ont pas encore cette expérience-là. Et voilà, donc on est sûr quand même qu'avec Christelle Barbeau, ce sera du positif. Christelle, quel est le programme qui vous reste de votre séjour à Libreville, au Gabon? Écoutez, je repars demain. Donc du coup là, c'est beaucoup la famille, ce qui est très important. La famille, les au revoir. Voilà pour l'instant mon programme. Merci donc d'avoir trouvé un peu de temps pour nous consacrer en ce qui concerne ce magazine de sport sur TV+. Ça sera un réel plaisir pour nous de vous recevoir à chaque fois que de besoin. Quand vous serez de passage à Libreville, on sera là pour commenter ensemble votre actualité. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation. On va parler football, on va à l'international. D'abord, parler de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se joue pratiquement dans sa 3e et dernière journée de phase de poule. Voici donc tous les résultats enregistrés depuis le match d'ouverture qui a opposé l'Algérie face à la Libye. L'Algérie s'est imposée sur un score étriqué d'1-0. Le deuxième match, Éthiopie-Mozambique, 0 but partout. Dans le groupe B, la RDC et l'Ouganda se séparaient également sur le score vierge, 0 but partout, pendant que le Sénégal s'imposait sur un score étriqué, 0 but contre 1 face
à la Côte d'Ivoire. Dans le groupe C, on le rappelle, le Maroc forfait, le Soudan était donc en pause. Deuxième rencontre, Madagascar s'est imposé face au Ghana 2-1. Mali 3, Angola 0. Cameroun 1, Congo 0. Mozambique 3, Libye 2, Algérie 1, Éthiopie 2. République démocratique du Congo 0, Côte d'Ivoire 0 et l'Ouganda s'impose face au Sénégal sur le score de 1-0. Jeudi 19 janvier 2023, Ghana 3, Soudan 1, Maroc, il faut le dire, forfait. Donc, Madagascar était donc pratiquement au repos. Vendredi 20 janvier 2023, Angola-Mauritanie, 0 but partout. Congo-Niger, 0 but partout. Samedi 21 janvier 2023, Libye 3, Éthiopie 1. Mozambique 0, Algérie 1. L'Algérie est d'ores et déjà qualifiée donc pour les quarts de finale de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Le dimanche 22 janvier 2023, Sénégal 3, RDC 0, Côte d'Ivoire 3, Ouganda 1. Donc voilà donc l'ensemble des résultats enregistrés. Il faut dire qu'il reste quand même des matchs qui vont se jouer demain mardi, Herman. Demain mardi, nous aurons à partir de 17h Mauritanie-Mali et 20h Niger-Cameroun. On va un peu revenir peut-être sur les résultats, Joël, que vous avez donnés tout à l'heure. Concernant le Sénégal, la RDC, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le niveau de cette 7e édition du CHAN qui, quand même, les avis sont partagés entre ceux qui estiment que le niveau n'est pas assez élevé comme les éditions précédentes, même si pendant cette compétition, on voit bien qu'il y a des équipes, entre guillemets, dites petites équipes qui arrivent à surprendre les grandes équipes dans ce championnat d'Afrique des Nations. C'était le cas avec Madagascar notamment, qui était la surprise de cette édition. Bon, on espère que... Mais on constate quand même qu'au fur et à mesure des rencontres, le niveau est en train de se hausser. Il y a des joueurs également qui sortent du lot. Et puis après, on a la Confédération africaine de football qui l'a déjà presque annoncé. Il y aura des changements au niveau du CHAN parce que pour l'instant, ce ne sont que des joueurs qui jouent au niveau des championnats locaux. C'est-à-dire que tu es Gabonais, tu joues au Gabon, tu participes au CHAN. Mais tu es Gabonais, tu peux jouer au Mali. Pour l'instant, tu n'as pas le droit de participer. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la Confédération africaine de football, il y a certainement cette innovation qui va arriver et cela va faire du bien et va permettre à cette compétition de prendre encore une dimension un peu plus élevée. Une dimension un peu plus élevée et il faut tout simplement rappeler que les quarts de finale démarrent ce vendredi 27 janvier 2023. Avec le pays hôte qui est déjà qualifié et bien sûr d'autres qui vont légaliser leur passage demain et on espère que d'ici là on aura une rencontre pour donner aux téléspectatrices de TV+, l'ensemble des quarts de finalistes de cette 7e édition. Retour donc sur ce studio, occasion pour nous d'ouvrir la page info, transfert de Fanzone. Et ceci nous permet donc de recevoir Herman Malaga de notre rédaction. Herman, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir Jeremy. Vous qui avez passé le temps sur vos petits carnets de relations et de notes, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce qui concerne les infos transferts aujourd'hui? Alors pour les transferts que nous avons retenus, il y a notamment ces deux transferts du côté de Chelsea avec des périodes un peu que nous n'avons pas connues par le passé. Vous avez le transfert du jeune Ukrainien Mikhailo Mudryk, qui est de 22 ans, qui part du Shakhtar Donetsk pour Chelsea, qui a signé pour 8 ans et demi. Et vous avez également le défenseur français Benoît Badiachil, lui également, qui est allé du côté de Chelsea et qui a signé pour 7 ans et demi. Du côté africain, on a retenu déjà Vincent Boubacar avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nasser.
il n'y avait plus véritablement sa place avec la question de quota. Et donc, c'est fait du côté de Besiktas. Vincent Boubacar va déposer ses valises de ce côté. Il a d'ailleurs joué pour ce club où il a brillé entre 2016-2017, donc saison 2016-2017, et saison 2020-2021. Vu qu'on parlait d'Africains, on va parler également du transfert de l'international gabonais. Moi, je l'appelle comme ça. Mario Lemina qui est parti de l'OGC Nice pour Wolverhampton. C'est le milieu de terrain gabonais de 29 ans. Alors, au-delà de ces transferts, il y a également Leandro Trossard, 28 ans, qui a signé pour Arsenal, 25 millions d'euros. Il faut revenir pour dire que la signature de Modric, qui est la signature qui fait parler en ce moment, Jeremy, il a signé pour 100 millions d'euros. Donc, c'est 700 en fixe et c'est 30 en bonus. Donc, Trossard qui est parti du côté 70 millions fixes et 30 en bonus. Et Trossard qui est parti du côté d'Arsenal. Nous avons Memphis Depay et Yannick Ferreira Carrasco, donc un échange de joueurs. Memphis entre l'Atlético, FC Barcelone et Atlético de Madrid. Justement, alors il y a Memphis qui part du côté de l'Atlético et Carrasco qui va rejoindre cette équipe de Barcelone. Et donc, côté transfert, c'est ce qu'on peut retenir, c'est ce que nous avons retenu du côté des transferts en ce moment. Jeremy Ngoma, il y a des noms qui reviennent, mais le transfert qui va peut-être nous faire parler, il s'agit de ce jeune Ukrainien. C'est peut-être un futur Léo Messi, qui sait, ou un futur Cristiano Ronaldo du côté de Chelsea. Oui, c'est un jeune joueur qui a attiré déjà la convoitise de plusieurs grands clubs avant de se résigner et puis de signer à Chelsea. Il a été convoité par Arsenal, je crois le Real de Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un jeune joueur talentueux, mais qui n'a pas encore véritablement prouvé. Mais on aura le temps justement d'apprécier, de le voir évoluer, de voir ses compétences et ses qualités. Mais il faut dire quand même que c'est un jeune joueur. S'il a coûté autant d'argent, c'est parce que il a du talent. Je crois que pour les quelques minutes que nous avons regardé, nous avons vu ce garçon évoluer. C'était le derby entre Liverpool et Chelsea. C'est un garçon qui est à l'aise avec le ballon, il va très vite, il a toutes les qualités des joueurs du moment, de Mbappé, c'est de la classe de Mbappé et tous les autres aujourd'hui. Il est très vivace, il est très rapide, il va très vite dans la surface, dans les petits espaces comme dans les grands. On croit que vraiment pour l'avenir, c'est une très belle trouvaille et c'est une pépite. Il va faire parler de lui dans le monde du football. Et moi, quand même, le transfert de Mario Lemina, il faut... Si on peut en parler quand même, bien sûr. Voilà, c'est un compatriote d'abord. C'est un transfert qui va peut-être lui permettre, pourquoi pas, de se refaire une certaine santé au niveau de ses capacités, parce que Mario Lemina, il faut dire, c'est un joueur pétri de qualité. C'est un joueur qui est vainqueur de la Coupe du Monde de moins de 20 ans en 2013 avec les Paul Pogba et tous les autres, l'équipe de France, l'équipe de France. Mais Mario Lemina aujourd'hui ici à Wolverhampton, c'est un club qui évolue en première ligue. La première ligue est un championnat de qualité, c'est un championnat que Mario Lemina connaît déjà pour avoir évolué à Southampton notamment. Donc il faut dire qu'il se refait une santé. Et on lui souhaite forcément bonne chance et peut-être qu'il pourra justement revenir en sélection nationale. On a toujours besoin de joueurs comme ça. On ne peut pas s'empêcher Jeremy, je comprends pourquoi Jeremy. Jeremy, il faut le dire, on souhaite que ces garçons reviennent, même si en regardant ce match, on a un peu Pierre-Emerick du côté du Chelsea, c'est pas le titulaire attitré, mais qui fait des bouts de match. Donc on souhaite quand même que ces garçons retrouvent leur meilleur niveau et on a connu ça, des retours, de revirements de situation entre des départs, des retraites internationales annoncées, des retours en sélection. Je crois que le Gabon tout entier a besoin de si Lionel Messi l'a fait à plusieurs reprises, pourquoi pas Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais parlant de Chelsea, il faut dire qu'il y a un joueur qui est aussi venu à Chelsea sous forme de prêt. Il s'agit du talentueux portugais qu'on a vu en Coupe du Monde, João Félix. João Félix, oui, qui est également est-ce que quand on regarde ses arrivées, est-ce que bon, excusez-moi, je vais quand même m'interroger. Est-ce que Pierre-Emerick aura encore ces bouts de minutes qu'il avait avant leur arrivée? Moi, je crois que Pierre-Emerick demeure un joueur de classe mondiale.
Il allait en Europe, dans tous les championnats où il est passé, il a prouvé, il a laissé son nom. Oui, mais après, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'il rentre dans les petits papiers de Potter? Est-ce qu'il rentre dans les petits papiers de Potter, l'entraîneur de Chelsea actuel? Après, tout est question de système, après, tout est question de coach, après, tout est question de stratégie autour. D'accord? Que l'on dise qu'il ne rentre pas dans les plans, par exemple, du coach présentement, ok, je suis d'accord. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on remette en question le niveau du joueur ou encore son potentiel. Voilà. On ne remet pas en question son niveau ni son potentiel. On dit juste qu'actuellement, Pierre-Emerick Aubameyang a du mal à s'intégrer. Depuis son arrivée, ça ne va quasiment pas. Ce qui fait en sorte peut-être que le coach le mette sur le banc de touche. Merci Dodjermi. On reste toujours avec Herman Malaga. Herman, nous étions là sur la page de transfert. Très rapidement, qu'est-ce qu'on retient dans l'agenda Fanzone Sport? Fanzone Sport, on va juste regarder la tropicale qui va arriver. On sait qu'au niveau des fédérations, un peu au Gabon, la tropicale qui a commencé la tropicale qui a déjà démarré. On va vraiment regarder ce qui se passe au fur et à mesure que cette course évolue. Également au niveau des fédérations, on constate que ça se bouge un peu, que ça soit le tonfa, le taekwondo, au niveau des ligues également de basket et tout le reste. On va regarder tout ça et on croit que pour les prochaines émissions Fanzone, nous aurons également du grand moudre et beaucoup d'infos sport au niveau national, mais également sur le plan international. Jeremy, un dernier mot? Non, juste dire que actuellement le sport va bien. Hein. Toutes les disciplines sportives bougent depuis la période de Covid-19 où quasiment l'activité sportive était à l'arrêt. Donc c'est une bonne chose. On est content que le sport revive à nouveau. Tous les fanatiques du sport, voilà, bravo, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Merci donc messieurs, merci aussi à vous d'être là. C'est pas encore fini, on se retrouve pour la deuxième partie avec d'autres sujets. On se retrouve juste après cette transition. On parlait déjà de ce match tant attendu, un match que vous n'allez pas vivre sur TV+, mais que vous allez quand même voir quelques extraits, quelques temps forts. C'est ce match qui est opposé donc, match amical international qui est opposé le Paris Saint-Germain à l'équipe saoudienne d'El Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il faut commencer déjà à s'habituer à ces appellations. El Nasser. Et voici donc le résumé et le duel tant attendu de cette rencontre entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le voici, lui qui est tant attendu, évidemment, pour ses débuts ici en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo. Et oui, l'accolade sympa, évidemment, avec Sergio Ramos. Et oui, Cristiano qui lui a dit fais attention, t'as oublié quelque chose sur ton oreille. Tu ferais bien de l'enlever. Ah, toujours pro, hein, jusqu'au bout, Cristiano Ronaldo. Allez, coup d'envoi qui va être donné donc par le Paris Saint-Germain qui va étraîner pour ce match son quatrième maillot de la saison, 37e confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce qui nous vaut 12 ballons d'or sur la pelouse, 7 du côté de Léo Messi et 5 du côté de Cristiano Ronaldo, rien que ça. Par l'appel, il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Et puis après, pour Lionel Messi, quand je dis c'est facile, oui, c'est un garçon qui devant le but ne se fait pas prier. Toutes les informations sont prises. Vous avez vu, Julien, il n'a pas cherché à lober, mais juste à mettre le ballon sur le côté au niveau de la hanche. Et vous avez vu, petit ballon qui va rentrer dans le but. Face à Navas, c'est évidemment transformé par Cristiano Ronaldo, ça fait un partout. Messi avait ouvert le score et Cristiano Ronaldo qui égalise. C'est Messi, et puis là sur ce penalty de Cristiano Ronaldo, et on voit Keylor Navas qui attend vraiment au dernier moment pour partir. Centre d'Mbappé, Marquinhos pour redonner l'avantage au Paris Saint-Germain qui est venu couper ce centre de Kylian Mbappé. Marquinhos aux avant-postes.
Le centre de Sao, de la tête de Ronaldo, le poteau qui vient sauver Keylor Navas. Ronaldo encore. Il a assisté, il a été jusqu'au bout de l'île. Cristiano Ronaldo, et il remet les deux équipes à égalité de partout. Herman, une rencontre vraiment qui a donné du boum au cœur aux supporters d'Al Nasser, mais aux férus du ballon rond de revoir, peut-être pour la dernière fois, ces deux grands monuments du football mondial s'affronter, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. 9 buts au terme de ce match, mais surtout 12 ballons d'or sur le terrain. Vous l'avez dit, c'était quasiment les deux meilleurs joueurs du monde aujourd'hui qui s'affrontaient. On a vu beaucoup de respect entre ces deux joueurs. Messi aux côtés de Cristiano, ça discutait pendant un moment. Avec les anciens du Real également, Sergio Ramos, on a vu Keylor Navas aux côtés de Cristiano en train de discuter. On a surtout vu sur le terrain Cristiano Ronaldo, un joueur qui n'est pas fini, qui n'a pas perdu cet instinct de buteur, double buteur pendant ce match. C'était du bonheur, c'était du plaisir, c'était beau de les voir jouer pendant cette rencontre. Mais on peut également saluer ces deux monuments du football mondial, tout simplement parce qu'ils ont eu une carrière jusqu'à présent, on peut le dire, exemplaire. Mais aujourd'hui, le football est en train d'être miné par beaucoup de mots, dont celui dont est victime Dani Alves, ancien sociétaire du FC Barcelone, qui est accusé d'agression sexuelle sur une femme. C'est regrettable ce genre de comportement de ces internationaux. Oui, c'est regrettable. Dani Alves, qui est l'un des plus gros, sinon le plus gros palmarès en matière de football aujourd'hui, 39 ans je crois, qui était en contrat avec les Pumas de Mexico, malheureusement, qui a vu à cause de cette affaire qui date, les faits datent de décembre, il aurait agressé sexuellement une jeune dame dans une discothèque à Madrid. Le club a rompu le contrat avec Dani Alves, qui a dû se prononcer sur une chaîne, je crois, espagnole pour démentir. Il disait qu'il ne connaissait pas cette femme, mais elle, en retour, elle a usé de son droit de réponse pour dire qu'elle avait été abusée sexuellement de Dani Alves. Affaire à suivre, certainement que les choses seront plus claires d'ici là. On saura véritablement ce qui s'est passé, mais il faut dire qu'en ce moment, le joueur, est-ce qu'il se porte bien, est-ce qu'il se porte mal? Mais bon, il n'est plus en contrat pour essayer de gérer cette affaire dont il est accusé aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il serait donc en garde à vue. Justement. Et on attend le jugement. Et on rappelle tout simplement que cette affaire d'agression sexuelle commence véritablement à gangréner le monde du football, puisqu'il y a certains footballeurs internationaux français qui ont également fait parler d'eux dans ce sens, même si au bout de la procédure, ces derniers ont été reconnus non coupables, mais quand même, c'est des comportements que ces joueurs qui représentent un monde dénué de tout manquement se doivent d'être corrects vis-à-vis de la société. Voilà pourquoi être une star, c'est quelque chose de complexe également. Atteindre le haut niveau, c'est très important, mais après, il faut savoir se maintenir. Il y a des garçons qui sont restés assez exemplaires, comme CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important pour ces professionnels d'être bien entourés, d'être bien encadrés. Il faut avoir la famille autour, il faut avoir tout le staff autour. C'est vraiment toute une équipe qui doit vous accompagner parce que être une star, c'est quelque chose de difficile. Parfois, ça vous donne accès à certains milieux et quand vous n'y faites pas attention, vous vous retrouvez éclaboussé dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, ceci nous amène donc à quitter le monde du football et ses mots pour parler de basketball et particulièrement de NBA. La NBA qui s'invite donc à Paris, c'était jeudi dernier, particulièrement à la salle de Bercy pour une rencontre riche en décibels. C'était donc les Pistons de Détroit qui affrontaient bien sûr les Chicago Bulls. Lors de l'entraînement des deux équipes, nous avons pu capter l'interview donc de l'international monténégrin Nikola Vucevic qui monte beaucoup. Voici cette interview. Let's get it, let's run
vraiment content, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis ici, j'ai de la famille qui habite en France, j'ai des amis qui vont venir du Monténégro pour me voir jouer pour la première fois en live, donc ça fait vraiment plaisir. Puis surtout, moi qui suis francophone aussi, pouvoir partager ça avec le public français, c'est vraiment très spécial. Je pense aussi ce qui est très sympa ici, c'est que tu sens l'énergie des gens, des fans qui sont vraiment dedans et qui sont vraiment contents qu'on soit ici quand tu marches en ville ou peu importe, donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Dès que les gens ils ont annoncé le match et que les tickets ils ont été mis en vente, que c'est vraiment parti vite. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui m'ont demandé des places, donc je pense qu'il y aura une atmosphère, vraiment une belle atmosphère. Je pense que c'est très intéressant de jouer. Et puis le public français, de plus en plus, il commence à aimer le basket, à être vraiment dedans, avec tous les gros joueurs qui sont en NBA, et puis l'équipe de France qui joue très bien. Puis là, il y a aussi des très bons jeunes joueurs, Banyama, etc. Donc je pense que le public français, à la base, c'est un public qui aime beaucoup le sport, mais là, il rentre de plus en plus dans le basket. Non, je l'ai eu hier, en fait c'est lui qui m'a dit d'aller essayer le Paris-Brest, c'est un de ses gâteaux préférés. Je rigolais un peu parce qu'il n'est pas ici, et bon je sais qu'il vient de Paris, il est très fier d'être parisien, donc ça, il aurait bien aimé faire un match ici, je pense que ça représentait beaucoup pour lui. Donc ouais, on se taquine un peu pour rigoler, mais c'était un petit tweet pour l'embêter parce que je sais qu'il aime bien. Et il était vraiment bon le gâteau par contre, jamais eu avant, mais vraiment impressionnant. On s'était vu à Chicago un peu avant que sa situation avait commencé, où il jouait pas trop. Donc on a bien discuté. Bien sûr, c'est pas facile pour lui dans cette situation-là. C'est peut-être même un peu injuste parce que c'est un grand joueur et quelqu'un qui mérite d'être sur le terrain. Et après, c'est quelque chose que je respecte beaucoup chez lui, c'est que ça reste un grand professionnel. Il n'est pas allé dans les médias, dans les journaux à se plaindre, à raconter n'importe quoi sur le coach ou les autres. Il reste très supportif de son équipe. Il est à 100% dedans. Là, quand il a eu la chance de rejouer un peu, il a bien joué, il est resté prêt, donc c'est quelque chose qui montre vraiment son caractère et quel genre de personne il est. Il pense quelle équipe a aidé l'équipe à gagner, donc ça a vraiment montré son caractère. Donc j'espère que ça va s'arranger pour lui bientôt, qu'on va le revoir sur le terrain, parce que c'est bien sûr un joueur qui mérite d'être dans la rotation, même dans 5 des bases dans la plupart des équipes NBA. On est tous professionnels, on comprend tous que ça reste un match très important. C'est pas un match amical, on est juste venu ici en pré-saison, c'est un match qui est important pour nous. Donc on va vraiment le prendre au sérieux, mais je pense que oui, hier et lundi qu'on est arrivé, on a un peu plus de temps pour en profiter, pour un peu visiter Paris. Mais je pense que dès aujourd'hui et demain surtout, les gens ils vont vraiment commencer à se concentrer sur le match. Enfin, c'est comme dans tout, quand tu as un peu de temps libre, tu essaies d'en profiter, de faire un peu... Bon là par exemple, on essaie un peu de profiter plus de Paris que ce qu'on ferait à domicile, mais c'est normal. Dans l'histoire de l'NBA, oui, il y avait c'était une grosse rivalité. Après, ça change en NBA toujours. C'est pas comme en Europe où tu as les grosses équipes qui restent toujours des grosses équipes. Eux, ils sont plus dans une phase où ils essaient de développer des jeunes, ou dans une phase où on essaie de gagner maintenant. Donc c'est un peu différent. Mais après, ça reste deux franchises très historiques qui ont des énormes joueurs, qui ont eu des grosses rivalités, surtout dans les années 80. Jordan contre Isaiah Thomas, Joe Dumars, etc. Et pour nous, les joueurs, je pense qu'on n'y pense pas trop parce que chaque année, ça peut être différent. Les équipes changent tout le temps. De toute façon, je pense que les deux équipes vont vraiment se donner à 100%. Vont vraiment essayer de faire un gros match pour vraiment faire plaisir au public français. Juste qu'on gagne. Oui, juste qu'on gagne. Si on gagne, ce sera sympa. Faire une belle dernière soirée à Paris avec une victoire. Après, pour avoir mes amis... aller boire du bon vin dans un petit resto, pourquoi pas, ce serait très sympa. Nicolas Vucevic, qui avait déjà anticipé au cas où les Chicago Bulls venaient donc à remporter cette rencontre. Il faut le dire que la salle de Bercy a été donc chargée, comme il faut le dire, plein à craquer. Les Français se sont déplacés pour venir voir du spectacle de basket à la version américaine parce qu'ils étaient tous là, les stars des Chicago Bulls et de Pistons de Détroit. Au terme donc de cette rencontre, le marquois de la salle de Bercy indiquait que les Chicago Bulls ont réussi à renverser donc les Pistons de Détroit sur le score de 126 à 108. C'est dire que DeRozan, Williams, Vucevic, Lavine ont été largement au-dessus de Bogdanovic, B, Stewart, et Havels, qui se sont quand même identifiés, qui ont essayé de faire douter cette équipe des Chicago Bulls. Oui, effectivement, Joël, tu le disais tout à l'heure,
Cela faisait, je crois, 3 ans que Paris n'avait pas accueilli le lancement de cette saison régulière de NBA. Et cette fois-ci, ça s'est fait avec ce beau match que nous avons suivi à l'américaine. Comme tu le disais tout à l'heure, toutes les stars de ces deux équipes étaient là, mais également au-delà du terrain. Au-delà du terrain, il y a eu également dans les vestiaires beaucoup de... Dans les vestiaires, j'ai dit, dans les tribunes, parmi les supporters, il y a eu beaucoup de stars, notamment françaises, qui sont arrivées de basket également. Tony Parker était là, Pharrell Williams, Ben Wallace, beaucoup de noms, que ce soit du sport ou en dehors de la musique, du football, étaient là, et ces garçons ont également pris part à cette belle rencontre. C'était une fête. C'était une véritable fête. Merci donc à Herman de notre rédaction, Herman Malaga. Merci également à vous de nous avoir suivis ce lundi 23 janvier 2023. Avant de nous séparer, une dernière information, Herman. Justement, par rapport à la NBA, il faut dire que dans les couloirs, dans les coulisses, on entend déjà beaucoup de bruit, et que la saison prochaine, certainement, va également être lancée du côté de Bercy. D'ailleurs, le patron de la NBA, Adam Silver, a déjà quelque peu annoncé cela. Donc, les équipes ne sont pas encore connues, mais nous croyons que la saison prochaine, certainement, elle sera lancée encore du côté de Bercy. Merci à Herman, merci à vous. On prend rendez-vous pour lundi prochain, même heure, même chaîne de télévision. Au revoir.